مادة طيبة. Bonjour chers élèves, je me présente, je suis Abdel Fattah Al-Mqaddem, professeur au lycée Mahmoud Messaadi Bardou. Moi et mes collègues, nous allons vous présenter le cours de sciences physiques selon le programme officiel tunisien destiné aux élèves de la 4e année, section maths, sciences expérimentales, sciences de l'informatique et sciences techniques. Nous allons commencer par le premier thème de ce programme, c'est-à-dire évolution du système électrique. Et nous allons présenter en premier lieu le premier chapitre de ce thème, à savoir condensateur et dipôle RC. Donc, tout ce travail est encadré par l'inspecteur général, M. Ali Nouiri. Nous allons donc, comme je l'ai déjà signalé, commencer par l'étude du condensateur. Et pour cela, nous allons donc présenter les objectifs de la séance qui sont, en premier lieu, nous allons définir le condensateur et donner son symbole normalisé. Par la suite, nous allons étudier la charge et la décharge d'un condensateur. Et nous terminons par établir une relation entre la charge portée par le condensateur et la tension entre ces bornes. Mais avant tout, c'est quoi le condensateur? Où trouve-t-on le condensateur? Alors, le condensateur, généralement, il est présent dans presque tous les circuits électroniques. En particulier, nous pouvons citer le cas d'une ampoule à économie d'énergie. Si on enlève le couvercle de l'ampoule, alors on trouve tout un circuit électronique qui comporte plusieurs dipôles. Parmi les dipôles, on distingue bien des condensateurs. Vous voyez bien les condensateurs présents dans ce circuit. On voit bien plusieurs condensateurs d'aspect différents. On peut citer d'autres exemples de circuits comportant des condensateurs. Par exemple, le cas du chargeur d'un téléphone portable. Le chargeur d'un téléphone portable comporte un circuit qui comporte des condensateurs. On voit bien les condensateurs dans ce circuit. De même, nous pouvons citer le cas du flash d'un appareil photo. Le flash d'un appareil photo envoie donc des éclairs lumineux grâce à la décharge d'un condensateur à travers une lampe. Donc, le circuit de ce flash comporte des condensateurs. On voit bien les condensateurs présents dans ce circuit. Nous pouvons de même citer le cas d'une minuterie électronique. La minuterie électronique comporte aussi des condensateurs, puisque une minuterie électronique commande l'allumage d'une lampe et le circuit qui commande cet allumage comporte des condensateurs. On voit bien les condensateurs dans ce circuit. On peut de même citer d'autres applications, d'autres dispositifs, d'autres circuits comportant des condensateurs dans le domaine de la médecine. Alors, nous pouvons citer le cas de pacemaker. Le pacemaker, appelé aussi stimulateur cardiaque, il est implanté dans le corps humain afin de stimuler les muscles du cœur en envoyant des impulsions électriques. Donc, il comporte aussi des condensateurs. De même, on peut citer le cas de la défibrillateur cardiaque. C'est un dispositif électrique muni de 2 électrodes. Une fois collé sur la poitrine d'un malade, le défibrillateur cardiaque envoie une décharge contrôlée afin de stimuler les muscles du cœur et rétablir le fonctionnement normal de l'activité électrique du cœur. Nous allons maintenant définir c'est quoi exactement le condensateur, par quoi est formé un condensateur et donner son symbole. Alors, pour la définition, le condensateur c'est quoi? Le condensateur n'est autre que l'ensemble de 2 conducteurs métalliques séparés par un isolant. Le conducteur métallique est appelé, sont appelés armature et l'isolant est appelé diélectrique. Donc, le condensateur, c'est l'ensemble de 2 armatures séparées par un isolant appelé diélectrique. On peut prendre un exemple simple du condensateur. C'est le cas de 2 plaques métalliques
séparés par de l'air. Ici, les plaques forment ce qu'on appelle les armatures et l'air qui les sépare constitue le diélectrique. Bien sûr, les broches du condensateur sont reliées directement aux plaques métalliques, aux armatures. Donc, c'est un dipôle électrique, comme vous le voyez. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est le cas suivant. On peut avoir donc un condensateur grâce à deux languettes d'aluminium séparées par des fils en plastique. Donc, les languettes constituent les armatures, les films en plastique constituent le diélectrique. L'ensemble est enroulé et placé dans un boîtier cylindrique. Les deux broches du condensateur sont soudées directement aux languettes d'aluminium, c'est-à-dire aux armatures. Donc, ça, c'est un autre exemple de condensateur. Quel est maintenant le symbole? Vous savez que tout dipôle électrique possède un symbole normalisé. Dans le cas du condensateur, quel est le symbole utilisé pour le condensateur? Alors, on représente le condensateur par deux traits verticaux, puisque ça représente en fin de compte, les armatures sont représentées par deux traits parallèles de même longueur. L'espace qui les sépare représente le diélectrique en fin de compte, et les broches sont représentées par deux traits de part et d'autre, des traits qui représentent les armatures. Donc, ça, c'est le symbole normalisé du condensateur. On peut bien sûr trouver ce symbole dans cette position horizontale ou bien dans une position verticale selon le circuit qu'on va schématiser. Alors, on peut le schématiser de cette manière ou de l'autre manière. Comme exemple de condensateur usuel, nous avons le premier cas. On va parler du premier cas d'un condensateur, le condensateur à air. Le condensateur à air, ici, le diélectrique, c'est l'air, et les armatures sont des lames métalliques en cuivre ou en aluminium. On peut de même parler de ce qu'on appelle condensateur à diélectrique solide. Les condensateurs à diélectrique solide, le diélectrique est un solide isolant qui peut être du papier, du verre, du mica, de la céramique. La céramique, par exemple, on a des condensateurs appelés condensateurs céramiques, puisque le diélectrique est la céramique. On peut utiliser de même le polycarbonate, le typhlan, etc. Donc, tout isolant solide peut jouer le rôle de diélectrique dans le cas des condensateurs à diélectrique solide. Un condensateur bien particulier qu'on va signaler maintenant, c'est le condensateur électrochimique ou appelé aussi condensateur électrolytique ou tout simplement condensateur chimique. Ce condensateur, il présente une particularité, c'est qu'il présente deux bornes, il est polarisé, il présente deux bornes différentes, c'est-à-dire les deux bornes ne sont pas symétriques, et il est polarisé. Il possède généralement une borne plus et une borne moins. On indique sur le boîtier du condensateur soit la borne positive, soit la borne négative, mais pas les deux à la fois. Donc, généralement, ou bien on indique la borne plus du condensateur, et dans ce cas, l'autre borne, c'est la borne négative, ou bien on indique la borne négative directement. Et dans ce cas, s'il s'agit de deux broches du même côté, alors le signe moins indique la borne négative, l'autre c'est la borne positive. S'il s'agit de deux broches de part et d'autre, alors on suit cette flèche, alors cette borne c'est la borne négative, alors que l'autre représente la borne positive du condensateur. Généralement, les condensateurs électrochimiques sont formés par deux plaques en aluminium, par deux électrodes en aluminium, séparées par un isolant qui est l'alumine. L'alumine, c'est l'oxyde d'aluminium, c'est un isolant. Il est de très faible épaisseur. Alors, généralement, l'une des armatures, l'armature positive, c'est une électrode en aluminium recouverte d'une couche d'alumine. L'autre armature, l'armature négative, est une électrode en aluminium qui baigne dans un électrolyte. Donc, le diélectrique ici, c'est la couche d'alumine. Et cette couche d'alumine va être attaquée si on polarise, si vous voulez, on branche notre condensateur à l'envers. Si on place la borne positive du côté de la borne négative du générateur et l'autre du côté de la borne positive,
alors dans ce cas, on peut avoir la détérioration de cette couche d'alumine et le condensateur sera court-circuité, il sera détérioré. Donc ici, il faut faire attention pour les condensateurs électrochimiques, on doit respecter les polarités du condensateur. Bien, maintenant, on va passer, maintenant on a parlé du condensateur, mais comment il va se comporter ce condensateur lorsqu'il est placé dans un circuit qui comporte un générateur, un conducteur ohmique et un générateur. Et dans le cas où il est placé dans un circuit comportant un conducteur ohmique et fermé sur un conducteur ohmique. Alors quel est le comportement du condensateur dans ce cas? Pour cela, nous allons réaliser un circuit qui comporte le condensateur, un générateur idéal de tension et un conducteur ohmique de résistance R. Puis, nous allons, dans la même expérience, réaliser un autre circuit, si vous voulez, une autre maille, où on va regrouper le condensateur avec le résisteur directement. On a placé de même, on a placé l'ampèremètre et le voltmètre, de façon à suivre comment on varie l'intensité au cours de la première expérience, lorsqu'on va relier le condensateur à ce circuit donc, comportant le générateur idéal de tension, et par la suite le comportement de l'intensité dans la deuxième maille. De même, on va suivre la tension UC, l'évolution de la tension UC au bord du condensateur lors de ces deux expériences. Donc on a la première expérience, on va suivre donc, le comportement du condensateur lorsqu'il est relié à un générateur, par la suite lorsqu'il est relié directement à un résisteur. Pour cela, il faut faire attention. Prenons un stylo. Nous allons donc suivre l'évolution de la tension UAB. Donc, puisque nous voulons mesurer la tension UAB, alors il faut faire attention. Il faut brancher le voltmètre de façon à ce que la borne positive, où il est indiqué V du côté de l'armature A, et la borne COM de l'autre côté. Comme ça, on mesure la tension UAB. Maintenant, pour mesurer l'intensité I dans le sens suivant, c'est-à-dire on va choisir comme sens arbitrairement considéré positif, le sens du courant fourni par le générateur. Alors, dans ce cas, il faut placer l'ampèremètre de façon que la borne A de l'ampèremètre sera donc du côté de l'armature B, l'autre borne du côté du résisteur sera la borne COM de notre ampèremètre. Donc, comme ça, on aura donc à chaque fois l'évolution de la tension UAB et l'évolution de l'intensité de courant au cours de la première expérience lorsqu'on va placer le commutateur sur la position 1, puis le commutateur est placé par la suite sur la position 2. Vous voyez bien, dans l'expérience, on va voir qu'est-ce qui se passe si on place le commutateur sur la position 1, puis sur la position 2, dans le cas où on cherche à regrouper le condensateur au générateur ou bien de regrouper le condensateur avec tout simplement le résisteur. Alors, passons à l'expérience. Réalisons le circuit de l'expérience. Voilà, on commence par le générateur idéal de tension. Voilà l'alimentation stabilisée. Du générateur idéal de tension vers le commutateur, la borne 1 du commutateur. De la borne jaune ici, commune du commutateur, on passe au condensateur, à la borne rouge du condensateur chimique. De l'autre borne du condensateur, la borne noire, vers l'ampèremètre. De l'ampèremètre au résisteur. Et puis, du résisteur, on revient à la borne négative du générateur. Nous allons maintenant connecter le voltmètre en parallèle avec le condensateur. La borne rouge du condensateur à la borne rouge du voltmètre et la borne noire du condensateur à la borne COM
du voltmètre. Il reste maintenant de fermer, donc de réaliser la deuxième maille qui correspond donc au passage de la borne verte du commutateur à la borne noire du générateur. Voilà, donc on a réalisé les deux mailles. Maintenant, si on ferme, on va faire fonctionner notre générateur. On va choisir comme tension 6 volts. Si on ferme le commutateur sur la position 2, bon, rien ne se produit. Il n'y a pas de courant ni tension. Si on ferme maintenant le commutateur sur la position 1, observez bien ce qui se passe au niveau des aiguilles de l'ampèremètre et du voltmètre. L'ampèremètre, donc l'aiguille de l'ampèremètre dévie rapidement et revient progressivement à 0, alors que la tension aux bornes du voltmètre, l'aiguille du voltmètre indique une tension qui croît progressivement. Observez bien, l'aiguille de l'ampèremètre va s'arrêter à la graduation 0. En même temps, le voltmètre indique une tension qui est égale à 6 volts. Voilà, graduation 60 ici, ça correspond à 6 volts, c'est-à-dire une tension égale à celle fournie par le générateur. Si maintenant on ouvre le commutateur et on le ferme de nouveau sur cette position 1, alors rien ne se passe. Nous disons que le condensateur est chargé. Maintenant, si on passe à la position 2, maintenant, observez bien ce qui se passe au niveau des aiguilles. Voilà l'ampèremètre, maintenant la déviation est négative. On a donc l'aiguille de l'ampèremètre dévie dans le sens inverse de tout à l'heure. Et en même temps, la tension aux bornes du condensateur, l'aiguille du voltmètre indique une tension qui décroît progressivement étant vers 0. Lorsque l'intensité s'annule au niveau de l'ampèremètre, on a ici une tension nulle. Nous disons que le condensateur est déchargé. Si on ouvre le commutateur, enferme de nouveau sur la position 2, rien ne se produit. Nous disons que le condensateur est déchargé. Voilà donc la charge, vous voyez la déviation dans un sens, et la décharge, la déviation dans le sens inverse. Et pour la tension, pendant la charge, la tension croît, pendant la décharge, la tension décroît et revient à 0. Voilà donc l'expérience. Maintenant, essayons de regrouper les résultats obtenus, donc les observations. Dans le premier cas, lorsqu'on a fermé la maille, la première maille, donc sur la position 1, on a donc réalisé la première maille comportant le condensateur, le résistor et le générateur. On a obtenu donc une charge, ce qu'on appelle la charge, on a déjà parlé de ça, le commutateur étant placé sur la position 1. Alors, on a remarqué que, premièrement, l'aiguille de l'ampèremètre a dévié donc, dans le sens positif, puisqu'on a choisi déjà, on a choisi comme sens positif pour le courant ce sens, voilà, I. Alors, on a remarqué que notre ampèremètre, l'aiguille de l'ampèremètre dévie à droite, c'est-à-dire dans le sens positif, ce qui veut dire que le courant est positif dans cette maille. Puis, l'aiguille revient à 0, c'est-à-dire le courant s'annule à la fin. Maintenant, on a de même remarqué que l'aiguille du voltmètre indique une tension qui augmente jusqu'à une valeur constante égale à la FM du générateur, c'est-à-dire la tension au départ, la tension UC. Voilà la tension UC. Cette tension, donc au départ, elle est nulle et au cours de la charge, cette tension croît progressivement pour atteindre une valeur égale à la FME du générateur. Concernant l'intensité maintenant, l'intensité s'annule en même temps que la tension UC au borne condensateur atteint la valeur E. C'est-à-dire, lorsque l'intensité s'annule, à ce moment-là, la tension atteint la valeur E en même temps, donc c'est simultanément. La charge étant, donc, lorsqu'on ouvre l'interrupteur et on le ferme de nouveau, le condensateur étant chargé, donc rien ne se passe. Une fois que le condensateur est chargé, on n'a plus de courant qui traverse la maille. Passons maintenant au cas de la décharge, c'est-à-dire lorsqu'on a fermé la deuxième maille. Alors dans ce cas, c'est-à-dire on a placé le commutateur sur la position 2, on a obtenu une décharge. Donc
pendant cette décharge, on a remarqué que l'aiguille de l'ampèremètre dévie cette fois à gauche et revient à 0. C'est-à-dire, cette fois, le courant est négatif. C'est-à-dire, le courant, elle est dans le sens inverse de celui qu'on a choisi positif. Ça, c'est le sens positif. On a trouvé le sens du courant, voilà, irréel, et dans le sens inverse de celui qu'on a choisi positif. Donc, c'est un courant négatif. Bien. On a de même montré que le voltmètre indique une tension qui diminue et s'annule à la fin de la décharge. Donc, la tension au bord du condensateur initialement égale à E, à la fin de la charge, elle est égale à E. Pendant la décharge, elle diminue et elle s'annule à la fin. On a de même remarqué que l'intensité s'annule au même instant que la tension au bord du condensateur s'annule. Donc, lorsque I s'annule, déjà la tension au bord du condensateur est nulle. Il s'agit donc de la décharge. Lorsqu'on ouvre K et on le ferme de nouveau sur la position 2, rien ne se passe puisque le condensateur est déchargé. Donc, aucun courant ne circule et la tension est toujours égale à 0. Bien. Essayons d'interpréter ces observations, en fin de compte. Afin d'interpréter le cas de la charge, nous allons observer cette animation. Alors, observez bien l'animation. On remarque que des électrons quittent l'armature A qui se charge positivement et d'autres électrons en nombre égal arrivent sur l'armature B qui prend donc une charge négative. Donc l'armature A se charge positivement, l'armature B se charge négativement puisqu'on a un excès d'électrons sur l'armature B, un défaut d'électrons sur l'armature A. Maintenant, à la fin de l'opération, on obtient une certaine charge QA positive sur l'armature A et une certaine charge QB négative sur l'armature B. Avec QA et QB sont égales en valeur absolue, c'est-à-dire QA est égal à moins QB. Le nombre d'électrons en excès sur l'armature B est égal au nombre d'électrons en défaut sur l'armature A. Il s'établit entre les armatures du condensateur, dans ce cas, une tension UAB non nulle, puisqu'on a une certaine charge QA et QB sur les armatures du condensateur. Essayons d'interpréter donc les choses à l'échelle microscopique. Vous voyez bien, juste après la fermeture de K sur la position 1. Alors, on a les deux armatures A et B. Les deux armatures A et B sont électriquement neutres. C'est-à-dire on a autant de charges positives que de charges négatives sur les armatures. La tension UAB dans ce cas est nulle. Donc, QA est égal à 0. Attendez, pardon. Voilà. QA est égal à 0. QB aussi. Pardon. QB est aussi égal à 0. La tension UAB est nulle. Mais on a un certain courant, puisque après un certain moment, juste après la fermeture, on remarque que l'aiguille de l'ampèremètre indique une intensité non nulle, donc le courant I étant positif au départ. Ça, c'est juste après la fermeture. Pendant l'opération de charge, qu'est-ce qui se passe exactement? La charge QA augmente. De même, pour la charge QB, va augmenter, mais c'est négatif QB, donc en valeur absolue. QB aussi augmente en valeur absolue. La tension UAB augmente, et l'intensité I diminue. D'accord? À la fin, qu'est-ce qu'on a à la fin de cette opération? À la fin, on a un courant I égal à 0. Le courant s'annule. En même temps, une tension UAB égale à la FEME du générateur. Et on a un excès de charge positive ici, donc un défaut d'électrons. Défaut d'électrons. Et ici, on a un excès d'électrons. Excès d'électrons sur l'armature B. Donc, la charge QA ici est positive et on a ici une charge QB négative. Avec
QA est égal à QB en valeur absolue. Donc, QA est égal à QB en valeur absolue. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des armatures du condensateur lors de la charge. Donc, initialement, elle est électriquement neutre. Par la suite, les armatures ne sont plus neutres. L'une porte un excès de charge positive, l'autre, bien sûr, celle qui porte un excès de charge positive, c'est celle reliée à la borne positive du générateur. Et celle qui porte un excès d'électrons, c'est celle reliée à la borne négative du générateur. Bien. Maintenant, passons au cas de la décharge. Dans le cas de la décharge, vous voyez bien l'animation qui montre qu'est-ce qui se passe au niveau des armatures. Lorsque K est placé sur la position 2, l'armature B perd sa charge et les électrons viennent neutraliser la charge positive de l'armature A. Donc, le nombre d'électrons supplémentaires sur l'armature B vont quitter cette armature et l'armature A, qui possède un défaut d'électrons, va recevoir un nombre égal d'électrons et devient de nouveau électriquement neutre. Donc, à la fin de l'opération, les armatures du condensateur ne portent plus de charge et la tension entre elles est nulle. Donc, U à B est égal à 0. Bien. Passons à l'interprétation au niveau à l'échelle microscopique. Juste après la fermeture de K, dans la position 2, on a déjà les armatures A et B qui sont électriquement chargées. Voilà. Donc, la charge de l'armature A étant positive, QA supérieure à 0. Et celle de l'armature B est négative. D'accord? Donc, QA égale à moins QB. Donc, on a un excès d'électrons et un défaut d'électrons sur l'autre armature. L'intensité du courant, dans ce cas, on a observé que lors de la décharge, c'est-à-dire lorsqu'on a placé l'interrupteur sur la position 2, on a remarqué que l'intensité du courant, cette fois, est négative. C'est-à-dire, le courant réel, c'est dans ce sens. Voilà. Voilà le courant I réel. Elle est dans le sens inverse, celui qu'on a choisi positif. Pendant cette décharge, qu'est-ce qui se passe pour la charge QA? On a remarqué que l'armature A va recevoir des électrons et sa charge QA va décroître. En même temps, l'armature B qui a un excès d'électrons va perdre des électrons. Les électrons supplémentaires vont quitter cette armature et sa charge QB va décroître en valeur absolue aussi. À la fin, donc, on va voir que les deux charges vont s'annuler. Et en même temps, la tension U à B décroît. La tension U à B décroît, puisque au départ, la tension U à B étant égale à E, maintenant, U à B va être finalement nulle, donc elle va décroître. Pour I, donc, lui aussi, le courant réel, au départ, il prend sa valeur maximale, puis au cours du temps, l'intensité de I en valeur absolue décroît, puisque à la fin, on va avoir un courant nul. À la fin, donc ici, U à B va être nul. La charge de l'armature A est nulle aussi. La charge de l'armature B est nulle. Et le courant I est aussi nul. Voilà. Donc, un courant nul. Voilà. Bien. Alors, pendant la décharge, vous voyez bien que finalement, on aura les deux armatures qui vont être de nouveau neutres, électriquement neutres, c'est-à-dire portent autant de charges positives que de charges négatives. Bien. En conclusion, vous voyez bien que le condensateur est capable donc de stocker des charges électriques lors de sa charge et de restituer cette charge, de donner cette charge au cours de la décharge. Donc, il va perdre les charges au cours de la décharge. Bien. Maintenant, nous voulons donner la relation qui lie la charge du condensateur à la tension UC entre ces bornes.
Bien. Considérons le circuit suivant, la maille de charge de tout à l'heure. Alors, sur cette maille, on va choisir un sens positif pour le courant. Voilà, on a choisi le sens du courant donné par le générateur comme sens positif, arbitrairement. D'accord? Alors, on va choisir le courant comme étant un courant orienté de la borne positive du générateur vers la borne négative du générateur. Maintenant, ce qu'on appelle charge du condensateur, on appelle charge Q d'un condensateur, la charge de l'une de ces armatures choisie par convention celle vers laquelle est orienté le sens positif du courant. C'est-à-dire, puisqu'on a choisi comme sens positif ce sens de la borne positive du générateur vers la borne négative, alors c'est l'armature A qui va avoir la charge appelée charge du condensateur. C'est-à-dire, vous avez l'une des armatures porte une charge QA, l'autre porte une charge QB, laquelle des deux charges qu'on va appeler charge du condensateur, ce qu'on appelle tout court charge du condensateur, c'est la charge de l'armature choisie. Donc l'armature qui rencontre le sens du courant choisi positif. Une fois on a choisi le sens du courant, alors on connaît maintenant laquelle des deux armatures qui va porter la charge Q du condensateur. L'autre armature, sa charge va être tout simplement, puisque QA égale à moins QB, donc l'autre charge étant moins Q. D'accord? Donc, d'après la convention récepteur maintenant, la tension aux bornes du condensateur, c'est une tension représentée par une flèche orientée dans le sens inverse du courant. C'est-à-dire, elle va être orientée, dans ce cas, de l'armature B vers l'armature A. Donc, UC n'est autre que UAB. Donc, la charge de l'armature A représente la charge du condensateur et la tension, appelée tension borne du condensateur, c'est la tension UAB dans ce cas, puisqu'il faut choisir une tension dont la flèche est orientée vers l'armature qui porte la charge Q. D'accord? Bien. Maintenant, essayons de voir quelle est la relation entre Q et I, la relation entre la charge portée par le condensateur et l'intensité du courant. Donc, l'intensité du courant dans une branche de circuit comportant un condensateur, c'est une grandeur qui renseigne sur la variation de la charge Q portée par le condensateur au cours du temps. D'accord? C'est une grandeur qui renseigne sur la variation de Q par rapport au temps. Donc, lorsque l'intensité est constante, qu'est-ce qu'on aura? Vous vous rappelez, en première année, vous avez défini l'intensité, lorsqu'on a une intensité constante, I comme étant la variation delta Q sur delta T, que vous avez appelé la quantité d'électricité qui traverse une section S du conducteur pendant la durée delta T, divisée par delta T. Ça, c'est la définition que vous avez prise en première année. Alors, cette relation, on va l'appliquer dans ce cas. Donc, delta Q va être égal à I fois delta T. À quoi est égal delta Q en fin de compte? Si nous prenons les deux instants delta T, on va prendre le premier instant, je vais l'appeler T, T0, l'autre c'est T. Alors, ça sera Q à l'instant T moins Q à l'instant 0, disons à l'instant T0, voilà, à l'instant T0 égale à I fois T moins T0. Si nous prenons le cas particulier où T0 est égal à 0, on va prendre comme instant T0 l'origine, donc T égale à 0. Si T0 est égal à 0, on aura Q de T moins Q de 0 égale à I fois T moins 0 fois T et fois T. Ce qui donne Q de T égale à I fois T plus Q de 0. Si maintenant nous prenons le cas où le condensateur est initialement déchargé, c'est-à-dire au départ, il ne porte aucune charge. Donc Q0 va être nul. Alors dans ce cas, si Q0 est égal à 0, condensateur initialement déchargé, on aura Q de T égale à I fois T. I fois T. C'est-à-dire l'intensité du courant fois
la durée de charge. Voilà donc la relation, ce qui correspond en fin de compte à I égale Q de T sur T. D'accord? Q de T sur T. Bien. Maintenant, s'il s'agit d'un courant variable. Alors, s'il s'agit d'un courant variable, alors nous allons utiliser la relation déjà trouvée pour le courant constant et l'intensité dans le cas d'un courant variable n'est autre que la limite de delta Q sur delta T lorsque delta T tend vers 0. C'est-à-dire l'intensité, lorsqu'il s'agit d'une intensité variable, il faut faire diminuer au maximum la durée delta T, c'est-à-dire prendre une durée infiniment petite, c'est-à-dire une durée infinitésimale, pour pouvoir coïncider l'intensité instantanée à l'intensité moyenne sur cet intervalle delta T. Donc, ce qui correspond mathématiquement à la relation dQ sur dt, c'est-à-dire on aura donc dQ de T par rapport au temps, c'est-à-dire ça correspond à la dérivée de la charge portée par le condensateur par rapport au temps. Donc, ici, il faut... Voilà. Donc, ici, il faut distinguer les deux cas. Lorsque vous utilisez un générateur idéal de tension, le courant I va être un courant variable, ce qui donne que la relation entre I et la charge va être donnée par la relation I égale à dQ sur dt. Et lorsque vous prenez un générateur de courant, un générateur idéal de courant qui va fournir un courant constant, dans ce cas, et s'il s'agit d'un condensateur initialement déchargé, I va être égal à Q sur T. Il faut faire attention, s'il n'est pas initialement déchargé, alors I, ça sera Q sur T plus Q de 0, la charge initiale. N'oubliez pas les unités ici. Voilà, on va indiquer les unités. On a donc l'intensité I, c'est en ampères, la charge Q en coulomb et le temps en secondes. D'accord? Dans les deux cas. D'accord? I en ampères lorsque Q est en coulomb et la durée en secondes. Maintenant, la question maintenant qui va se poser. On a montré la relation entre I et Q. On a montré la relation donc, dans le cas lorsque le courant est variable, lorsque le courant est constant. Maintenant, quelle relation existe-t-il entre la charge Q et la tension UC? C'est-à-dire, comment peut-on relier la charge à la tension? Pour cela, nous allons réaliser une expérience. Mais avant tout, cette expérience va charger le condensateur à courant constant. C'est-à-dire on va utiliser un générateur idéal de courant afin de charger le condensateur avec un courant d'intensité constante. Pourquoi une intensité constante? Puisque s'il s'agit d'une intensité constante, il est possible de calculer la charge à chaque instant par relation Q égale à I fois T. Donc la durée de charge fois l'intensité constante, on trouve la charge. Comme ça, donc on va utiliser la relation Q égale à I fois T, et T étant la durée de charge. On calcule Q et à l'aide d'un voltmètre, bien sûr, nous allons mesurer la tension UC. Donc vous voyez bien ici, puisqu'on a choisi le sens positif, c'est celui du courant fourni par le générateur. Alors, ce qu'on appelle charge du condensateur, c'est la charge portée par l'armature A, qui rencontre le sens du courant. La tension UC, c'est opposée, elle est représentée par une flèche opposée à celui du courant. Donc c'est la tension UAB. Le voltmètre doit être placé ici. Voilà. Donc, le voltmètre doit être placé de façon à ce que sa borne V soit du côté du point A et la borne COM, sa borne COM est placée du côté du point B, comme la borne noire. Comme ça, on aura la tension UC. D'accord? L'intensité est mesurée grâce à un ampère-mètre et l'ampère-mètre doit être placé, puisqu'on a choisi le sens arbitrairement positif, c'est celui
du courant fourni par le générateur, alors le courant va, la borne COM de l'ampèremètre, ça va être du côté donc, de la borne négative du générateur et la borne A du côté de la borne positive de ce générateur. On réalise le montage donc, du circuit et à t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. C'est-à-dire, lorsqu'on ferme l'interrupteur K, on déclenche le chronomètre. Et pour une certaine intensité constante qu'on va choisir égale à 0,55 mA, nous allons mesurer la tension UC aux bornes du condensateur à l'aide du voltmètre chaque 15 secondes, par exemple. On peut choisir 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, ce n'est pas un problème. L'essentiel, on va voir comment on varie la tension chaque 15 secondes dans ce cas. Et pour cela, donc, on va réaliser l'expérience suivante. Nous allons donc réaliser le circuit de la figure schématisée ci-contre, qui comporte un générateur idéal de courant. Voilà, donc de la borne positive du générateur, nous allons passer à l'interrupteur. De l'interrupteur, on passe au condensateur, à la borne rouge du condensateur, puisqu'il s'agit d'un condensateur chimique, donc il possède une polarité vers la borne rouge. De la borne noire du condensateur, la deuxième borne, vers l'ampèremètre. Mais ici, dans ce cas, on n'a pas besoin d'ampèremètre, puisque notre générateur de courant affiche la valeur de l'intensité. Donc, on peut lire directement l'intensité sur notre générateur. Alors, on revient directement à la borne négative du générateur. Voilà, on a réalisé le circuit. Maintenant, il reste de brancher notre voltmètre en parallèle avec le condensateur. La borne rouge du condensateur est reliée à la borne V du multimètre et la borne noire est reliée à la borne COM de notre multimètre. Bien, donc normalement, au départ, le condensateur doit être initialement déchargé. Alors, s'il porte une petite charge, c'est-à-dire si sa tension n'est pas nulle, alors on peut court-circuiter notre condensateur au départ pour s'assurer que, voilà, il est totalement déchargé. La tension est nulle. Maintenant, en même temps, on va fermer l'interrupteur et déclencher le chronomètre et suivre par la suite la tension en borne de condensateur au cours du temps. Chaque 15 secondes, on relève la tension indiquée par le voltmètre. Allez-y, on commence. 1, 2, 3. Voilà, maintenant, on a l'intensité, c'est 0,55 mA. Le temps, maintenant, en secondes, on est à 10 secondes. La tension, c'est 1,8, etc. Nous allons relever la valeur de la tension chaque 15 secondes, c'est-à-dire après 15 secondes, on lit la tension indiquée par le voltmètre. De même, après 30 secondes. Par exemple, après 30 secondes, on a 27, 28, 29, 30. C'est 3,78, etc. Après 45 secondes, vous voyez bien que la tension croît au cours du temps. On va par la suite essayer de tracer la courbe qui représente la charge portée par le condensateur en fonction de la tension ici entre ces bords. Voilà, on est maintenant à 55 secondes. Voilà, 1 minute, 60 secondes. On va attendre jusqu'à l'instant 75 secondes. Et peut-être on va s'arrêter après 75 secondes, c'est 8, etc. Donc, vous voyez bien que la tension va croître au cours du temps. On va arrêter, donc c'est bon. On arrête l'expérience après 90 secondes. Quels sont les résultats de cette expérience? Vous voyez bien que d'après l'expérience qu'on a réalisée, on peut compléter ce tableau de mesure et tracer une courbe en représentant la charge Q du condensateur en fonction de UC. D'accord? Donc, nous allons représenter la charge Q en fonction de UC. Bien. Pour cela,
nous allons utiliser donc les résultats de mesure qu'on a trouvés au départ, qui sont, avant tout ça, on va choisir une échelle sur l'axe des charges. On va prendre 1 cm correspond à 5 millicoulomb, et 1 cm correspond à 1 volt sur l'axe des abscisses, sur l'axe UC en volts. Alors, la première mesure étant 0, 0, c'est-à-dire le condensateur initialement déchargé, la tension est nulle, donc 0, 0. Après 15 secondes, si on multiplie l'intensité I qui est égale à 0,55 millisecondes fois 15 secondes, on trouve 8,3 à peu près millicoulomb. Alors, on a trouvé une tension UC égale à 2,1. On place le point 2,1 et 8,3. On passe maintenant, après 30 secondes, la quantité d'électricité, donc la charge étant égale à 15,6 millicoulomb, on trouve une tension égale à 3,7. Après 45 secondes, la charge étant égale à 24,8 millicoulomb, la tension 5,3. On place à chaque fois les points. Donc 33 millicoulomb correspond à 6,8. Et enfin, à l'instant 75 secondes, on a une tension égale à 8,4 correspondante à la charge 41,3 millicoulomb. On voit bien que la tension croît au cours de la charge et vous voyez bien que les points sont presque alignés. Donc, si on trace une portion droite qui passe par ces points, on va faire passer une droite le plus proche possible à tous les points, une droite intermédiaire des points, alors on trouve que l'allure de la courbe Q en fonction de UC est une fonction linéaire. C'est-à-dire, on peut écrire que Q est égal à A fois UC, avec A, c'est le coefficient directeur de la droite, c'est-à-dire la pente de la droite, c'est le coefficient de proportionnalité entre la charge Q et la tension UC. Pour chercher la pente de la droite, cette constante A, nous allons choisir 2 points sur cette droite. Alors, si nous prenons par exemple le point 0 et ce point, alors ce point correspond à 37,5 millicoulomb et son abscisse est 8 volts. Alors, et 0, 0. Alors, l'expression de A va être alors 37,5 moins 0 en millicoulomb sur 8 moins 0 en volts. Le rapport donne 4,7 millicoulomb volt moins 1. Donc, cette constante est égale à 4,7 millicoulomb volt moins 1. Bien sûr, si on refait la même expérience et en utilisant un autre condensateur, eh bien, on retrouve une droite linéaire, donc une fonction linéaire Q en fonction de UC, mais cette fois, la pente va être différente, c'est-à-dire la pente A, ce coefficient de proportionnalité dépend du condensateur. Bien. Alors, pour une tension UC donnée, si on garde une tension UC donnée, on remarque que la pente A est d'autant plus grande, à chaque fois que la pente est plus grande, la charge Q est plus importante, puisqu'on a trouvé UC égale à Q égale à A fois UC. Donc, pour UC fixe, si on fait augmenter A, la charge augmente. Donc, A caractérise en quelque sorte la capacité d'un condensateur à accumuler des charges. Lorsque A est grande, la quantité de charge accumulée sur les armatures du condensateur est plus grande. Donc, ça caractérise la capacité du condensateur à accumuler des charges. Pour cette raison, on va l'appeler capacité du condensateur. Et nous allons, dorénavant, on va noter cette constante par la lettre C. Alors, on aura Q égale à, au lieu d'écrire A fois C, on note C fois UC. Avec C, c'est ce qu'on appelle la capacité du condensateur. C'est le coefficient de proportionnalité entre la charge et la tension aux bornes du condensateur. Dans le système international, nous allons exprimer la capacité du condensateur en farad, deux symboles
grand F. Donc, et puisqu'on a C n'est autre que Q sur UC, alors Q en coulomb, UC en volts, C en farad. Donc, le 1 farad n'est autre que 1 coulomb volt moins 1. Donc, ça correspond à 1 coulomb par volt. Bien. On utilise généralement les sous-multiples de farad, tout simplement parce que l'unité farad est assez grande. Donc, on utilise les sous-multiples de farad qui sont, on utilise couramment donc le 1 microfarad qui est égal à 10-6 farad, le 1 nanofarad qui est égal à 10-9 farad, le 1 picofarad est égal à 10-12 farad. Donc, les sous-multiples de farad. Bien. Alors, dans le cadre de l'expérience qu'on a réalisée tout à l'heure, la capacité du condensateur utilisée et on a trouvé 4,7, si vous vous rappelez bien, 4,7 coulomb volt moins 1, c'est-à-dire 4,7 10 moins 3, donc millicoulomb volt moins 1, millicoulomb volt moins 1, donc millifarad. Ce qui correspond en microfarad à 4700 microfarad. Donc c'est 4700 microfarad. Alors, généralement, on trouve l'indication de la capacité d'un condensateur et donnée directement sur le boîtier du condensateur. Donc, sur le boîtier du condensateur, on peut lire directement la capacité. Ici, voilà, 4700 microfarads. C'est la capacité de ce condensateur chimique. Vous voyez bien le signe moins qui indique que cette broche, c'est la borne négative du condensateur. Bien. Alors, on trouve de même une autre indication ici. Voilà, en volts, 25 volts. Cette indication correspond à ce qu'on appelle la tension de service du condensateur, ou ce qu'on appelle encore tension nominale du condensateur. C'est-à-dire, le condensateur fonctionne correctement sous cette tension. Il faut faire attention, si on dépasse largement cette tension, alors il y a risque de ce qu'on appelle claquage du condensateur. Donc on peut entendre un crépitement et cela veut dire que le condensateur il est en train de se détériorer de l'intérieur. D'accord? Cette tension, on va l'appeler, qui endommage le condensateur, on va l'appeler tension de claquage. C'est-à-dire, c'est la plus petite valeur en valeur absolue tension qui fait jaillir une étincelle entre les armatures du condensateur. Et une fois on a une étincelle entre les armatures, alors le diélectrique est détérioré et le condensateur ne peut plus fonctionner. En conclusion, voilà, on voit bien qu'un condensateur est caractérisé par sa capacité, C, et par une certaine tension de service notée, donc indiquée sur le boîtier du condensateur. De même, la capacité, on a vu que la capacité, c'est une grandeur qui renseigne, c'est la définition en fin de compte de la capacité, une grandeur qui renseigne, qui caractérise la faculté d'un condensateur à stocker une charge électrique sous une tension UC, une charge électrique Q sous une tension UC. Passons maintenant à l'expression de I en fonction de Q. Si le courant est variable, alors on a l'expression de I de T qui est égale à dQ de T sur dt. Et puisqu'on vient de montrer que Q n'est autre que C fois UC de T, la dérivée de C fois UC de T est égale, on va faire sortir la constante C de la dérivée, ça sera C fois la dérivée de UC de T par rapport au temps. Donc on peut écrire finalement que l'intensité est reliée de même à la tension UC par la relation I de T égale à C fois la dérivée de UC par rapport au temps lorsqu'il s'agit bien sûr d'un courant variable. On passe maintenant à une récapitulation. Alors, on vient de montrer qu'un condensateur est un dipôle-récepteur passif. C'est un dipôle puisqu'il s'agit d'un composant à deux bornes. Et c'est un récepteur passif caractérisé par une capacité C, qui s'exprime en farad dans le système international de symbole F. On a vu de même que la tension de service est indiquée sur le boîtier du condensateur et elle est toujours inférieure à celle de claquage.
Et ici, on représente le condensateur et on choisit le sens du courant, celui indiqué en rouge ici. Alors, l'armature qui rencontre le sens choisi positif pour le courant et porte une charge qu'on appelle Q, l'autre c'est moins Q. La tension UC, d'après la convention récepteur, c'est dans le sens inverse de I, c'est-à-dire la flèche est orientée vers l'armature qui porte la charge Q. Dans ce cas, l'intensité I va être donnée par dQ sur dt, c'est-à-dire la dérivée de la charge par rapport au temps. La tension UC est reliée à la charge par la relation Q sur C, bien sûr UC en volts, Q en coulomb et C en farad. Et on a vu que si on combine les deux relations, alors I de T va être égal à C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Ainsi s'achève notre première séance concernant le condensateur. Merci de nous avoir suivis et au revoir.